Salut, on est rendu au chapitre 4 et 5. Je suis à l'extérieur, ça se peut que tu entendes des voitures passer, ça se peut que tu entendes mon chien japper. Je vais essayer de rendre ça le plus tranquille possible, dans la mesure de mon pouvoir. Alors, chapitre 4. On s'était quitté là au chapitre 3 en disant que, ah oui, c'est vrai, le père de Albert euh, est parti, où il va partir. Ouais, il va partir avec Joey. Qu'est-ce qu'il va faire avec le cheval? On va aller voir ça. Il attacha, ça c'est le père, il attacha une longue corde à mon licol et on se souvient que c'est Joey qui parle, c'est le cheval qui raconte l'histoire. C'est le narrateur. Il attacha une longue corde à mon licol et me fit sortir de l'écurie. Je le suivis parce que dehors il y avait Zoé. Elle me regardait par-dessus son épaule. Moi, j'étais toujours content de m'en aller n'importe où, avec n'importe qui, du moment qu'il était avec moi. Pendant ce temps-là, je remarquai que le père d'Albert murmurait à voix basse et regardait autour de lui comme un voleur. Il devait savoir que je suivrais la Zoé, car il m'attachait à sa selle et il nous mena sans faire de bruit hors de la cour. Puis, il nous fit descendre le sentier et traverser le pont. Une fois sur le chemin, il enfourcha promptement Zoé. Nous montâmes la côte au trot et entrâmes dans le village. Il ne nous dit pas un mot. Naturellement, je connaissais plutôt bien la route car j'y avais été assez souvent avec Albert. À dire vrai, il adorait aller au village parce qu'on y rencontrait toujours d'autres chevaux et qu'on y voyait des gens. C'était là, au village, que peu de temps auparavant, j'avais croisé ma première automobile devant la poste. Je m'étais raidie de frayeur quand elle était passée devant moi dans son tintamarre, mais je n'avais pas bronché. Et je me rappelle qu'après, Albert avait fait tout un plat à mon sujet. Mais aujourd'hui, comme nous approchions du village, c'étaient plusieurs automobiles que je voyais garées autour du champ de foire et un grand rassemblement d'hommes et de chevaux comme je n'en avais jamais vu. Tout excitée que j'étais, je me rappelle qu'une profonde appréhension m'envahit lorsque nous entrâmes au trot dans le village. Une appréhension, c'est comme un mauvais pressentiment. Partout, des hommes en uniforme kaki, et puis, au moment où le père d'Albert mettait le pied à terre et nous faisait passer devant l'église pour aller au champ de foire, une musique militaire attaqua une marche entraînante et scandée. Les pulsations de la grosse caisse retentissaient par le village. Il y avait des enfants partout. Certains marchaient au pas dans toutes les directions, un manche à balai sur l'épaule, d'autres se penchaient aux fenêtres en agitant des drapeaux. Comme nous approchions du milieu du champ de foire où pendait mollement le long de son mât blanc un drapeau britannique, un officier fendit la foule et s'avança vers nous. Il était grand, élégant aussi, avec sa culotte de cheval et son ceinturon. Il portait une épée d'argent au côté. L'officier serra la main du père d'Albert. « Je vous avais dit que je viendrais, capitaine Nicole. Mon capitaine, dit le père. C'est que j'ai besoin d'argent, vous comprenez? Je ne me déferais pas d'un cheval pareil si je n'étais pas obligé. » Alors moi, dans mon livre, j'ai une image où on voit justement ce champ de foire, où on voit le père d'Albert qui discute et serre la main du capitaine Nicole pour créer une entente. On voit la Zoé, le cheval blanc, et Joey juste à côté, avec le blanc sur son front. Et là, on voit plein de militaires et plein de chevaux. Alors ici, ce qui se passe, c'est que on est en Angleterre, tu vois le drapeau britannique, on est en Angleterre, et comme les soldats auront besoin de chevaux pour la cavalerie, mais on vient réquisitionner dans les villages les chevaux pour aller faire la guerre. Alors, je continue. Page 40. Très, très bien, mon ami, dit l'officier d'un air approbateur tout en m'examinant. J'avais pensé que vous exagériez quand nous avions bavardé hier soir au Roi Georges. Le Roi Georges, c'est une taverne, c'est un restaurant ou un bar. Vous me disiez, c'est le plus beau cheval de la commune, mais tout le monde dit ça.
Je vois bien que celui-ci, c'est autre chose. Il me flatta doucement l'encolure et me gratta derrière les oreilles. Sa main, comme sa voix, était bienveillante. Vous avez raison, mon ami. Il ferait une belle monture dans n'importe quel régiment et nous serions fiers de l'avoir. Ça ne me déplairait pas de m'en servir pour mon usage personnel. S'il tient les promesses qu'annonce son apparence, il me conviendrait assez. Pas de doute, c'est une belle bête. Vous m'en donnerez 40 livres, capitaine Nichols, comme vous me l'aviez promis hier, demanda le père d'Albert en baissant la voix de façon anormale, presque comme s'il voulait que personne d'autre ne l'entende. Je ne peux pas le lâcher pour un penny de moins. Il faut bien vivre. C'est la somme que je vous ai promise hier soir, mon ami, répondit le capitaine. Il m'ouvrit la bouche pour m'examiner les dents. Ah, c'est un beau cheval, en colure solide, bonne chute d'épaule, canon bien droit. Il a beaucoup travaillé, non? Vous l'avez déjà fait sortir à la chasse? Mon fils le monte tous les jours et il me dit qu'il va comme un cheval de course et qu'il saute comme pour la chasse à courre. Bon, dit l'officier, du moment que notre vétérinaire le déclarera apte, ça veut dire capable, poumons et membres en bon état, vous aurez vos 40 livres comme convenu. Je ne peux pas m'attarder, reprit le père d'Albert. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il faut que je rentre, j'ai mon travail à faire. C'est que nous sommes occupés à recruter dans le village en même temps que nous achetons des chevaux. Mais pour vous, nous allons faire aussi vite que nous pouvons. À vrai dire, il y a beaucoup plus de volontaires aptes au service dans la région que de bons chevaux. Et ce n'est pas le travail du vétérinaire d'examiner les hommes, pas vrai? Attendez-moi ici, je n'en ai que pour quelques minutes. Donc, si on comprend bien, là, en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que dans le village, ils sont en train de recruter des soldats, puis d'acheter les chevaux. C'est ça qu'ils font les militaires, parce qu'il faut se dépêcher, il faut aller à la guerre, il faut se mobiliser pour la guerre. Le capitaine Nichols m'emmena par un passage voûté et me fit entrer dans un jardin où se trouvaient des hommes en blanc et un secrétaire en uniforme. Assis à une table, il prenait des notes. Il me sembla entendre cette bonne vieille Zoé qui m'appelait. Je hennis en réponse pour la rassurer. En effet, je n'avais pas peur du tout à ce moment-là. J'étais trop intéressée par ce qui se passait autour de moi. L'officier me parla avec douceur quand nous nous mîmes en route, si bien que c'est presque avec impatience que j'avançai. Le vétérinaire, petit homme agité avec une moustache noire en broussailles, me toucha un peu avec un truc pointu, souleva mes pieds l'un après l'autre pour les examiner, ce qui me déplut, et ensuite me scruta les yeux et la bouche en reniflant mon haleine. Après quoi, on me fit trotter encore et encore autour du jardin. Il déclara finalement que j'étais un spécimen parfait. Frais comme un gardon, apte à la cavalerie comme à l'artillerie. Voilà les mots qu'il employa. Bon, la cavalerie, c'est une façon de faire la guerre. Des hommes sont à cheval et ils combattent avec une épée. C'est ce qu'on voit sur la page couverture du livre d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ça. Les hommes foncent sur l'ennemi avec une épée en main. En fait, c'est un sabre, mais c'est ça. Donc, c'est une sorte de guerre. Et puis l'artillerie, ben, c'est les chevaux qui vont tirer les canons. Je continue. Pas de tumeur au canon ni au jarret. Là, tu iras voir tes images dans le vocabulaire. Les dents et les pieds, parfaits. Achetez-le, capitaine. Celui-là, c'est un bon. On me reconduisit auprès du père d'Albert, qui prit les billets que lui tendait le capitaine Nichols et les fourra vivement dans la poche de son pantalon. Vous vous occuperez de lui, mon capitaine. Vous veillerez à ce qu'il ne lui arrive rien, hein? Vous voyez, mon fils, il l'aime vraiment beaucoup. Il étendit la main, me caressa le nez, et à ce moment-là, il devint presque un homme que j'aurais pu aimer. Tout ira bien, mon petit père, me chuchota-t-il. Tu ne vas rien comprendre, et Albert non plus. Mais si je ne te vends pas, je ne pourrai pas payer l'hypothèque et on perdra la ferme. Je ne t'ai pas bien traité. C'est tout le monde que je n'ai pas bien traité, je sais, et je le regrette. Ensuite, il me quitta, emmenant Zoé derrière lui. Il s'en allait, la tête courbée, et, tout d'un coup, il semblait avoir rapetissé. Alors seulement, je me rendis pleinement compte que l'on m'abandonnait.
Je me mis à hennir un hennissement aigu de douleur et d'angoisse qui retentit dans tout le village. Même Zoé, pourtant si docile et placide d'habitude, s'arrêta. Le père d'Albert avait beau la tirer, elle ne voulait plus bouger. Elle se retourna en redressant la tête et poussa son cri d'adieu. Mais ses cris faiblirent, elle fut entraînée, finalement, et elle disparut. Des mains affectueuses tâchaient de m'apaiser, de me consoler, mais moi, j'étais inconsolable. J'avais à peu près abandonné tout espoir quand je vis mon Albert arriver en courant vers moi au milieu de la foule, tout rouge de s'être tant démené. « Il l'a vendu, pas vrai? » dit-il posément. « C'est mon cheval, Joey, il est à moi, il sera toujours à moi, peu importe qui l'a acheté. Je peux pas vous empêcher, mon père, je peux pas empêcher mon père de le vendre, mais si Joey part avec vous, je pars aussi. Je veux m'engager et rester avec lui. » M'engager, ça veut dire devenir soldat. Donc, Albert veut devenir soldat pour pouvoir rester avec son cheval. Vous avez l'état d'esprit qu'il faut pour être soldat, jeune homme, dit l'officier. Il ôta son képi et s'essuya le front du revers de la main. Il avait des cheveux noirs bouclés, un air bon, un visage ouvert. Vous avez l'état d'esprit qu'il faut, mais vous n'avez pas l'âge. Vous êtes trop jeune, et vous le savez bien. 17 ans. Nous ne prenons pas plus jeune. Revenez dans un an ou deux, alors nous verrons. Mais je parais 17 ans, dit Albert, presque suppliant. Je suis plus grand que la plupart des garçons de 17 ans. Tout en parlant, il voyait bien que cela ne menait nulle part. Alors, vous ne voulez pas me prendre, monsieur? Pas même comme garçon d'écurie? Je suis prêt à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Comment vous appelez-vous? Demanda le capitaine Nichols. Narracotte, monsieur. Albert Narracotte. Eh bien, moi, monsieur Narracotte, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. L'officier hocha la tête et remit son képi. Désolé, jeune homme, c'est le règlement. Mais ne vous en faites pas pour votre Joey. J'en prendrai grand soin jusqu'à ce que vous soyez en mesure de rejoindre nos rangs. Vous avez fait un joli travail avec ce cheval, vous pouvez être fier de lui. C'est une très belle bête, mais votre père avait besoin de cet argent pour la ferme. Sans argent, une ferme ne peut pas fonctionner, vous devez le savoir. Votre état d'esprit me plaît. Quand vous aurez l'âge, il faudra que vous soyez volontaire pour la cavalerie. On va avoir besoin d'hommes comme vous. La guerre va être longue, j'en ai peur. Plus longue que les gens ne croient. Je suis le capitaine Nichols. Vous mentionnerez mon nom. Je serai fier de vous avoir chez nous. Alors il n'y a pas moyen? Demanda Albert. Rien à faire? Rien. À présent, votre cheval est propriété de l'armée. Et vous êtes trop jeune pour partir sous les drapeaux. Ça veut dire à la guerre. Mais ne vous en faites pas. On prendra soin de votre cheval. Je m'en occuperai personnellement. Promis. Albert me tortilla le nez, comme il le faisait souvent, et il me caressa les oreilles. Il s'efforçait de sourire, mais il n'y parvenait pas. Je te retrouverai, vieil idiot, dit-il doucement. Je te retrouverai, qu'importe où tu seras, Joey. Prenez grand soin de lui, monsieur, en attendant que je le retrouve. Un cheval pareil, il n'y en a pas deux au monde. Dites-moi que vous me le promettez. Dites-moi que vous le promettez. Je le promets, répondit capitaine Nichols. Je ferai tout mon possible. Puis Albert se détourna, il se perdit dans la foule, et je ne le vis plus. Chapitre 5. Durant les 4 courtes semaines qui précédèrent mon départ à la guerre, de cheval de ferme que j'avais été, j'allais devenir monture de cavalerie. Ce ne fut pas là changement facile, car j'étais profondément rétif à la stricte discipline du manège et aux heures pénibles et brûlantes sur le champ de manœuvre. Là-bas, par chez nous, Albert et moi nous étions régalés de nos longues courses au long des chemins et à travers les champs. La chaleur et les mouches semblaient sans importance alors. J'aimais ces journées éreintantes à la charrue ou à la herse, côte à côte avec Zoé. Cela parce qu'il y avait entre nous un lien de confiance et de ferveur. Aujourd'hui, c'étaient des heures interminables et fastidieuses où je tournais en rond dans le manège. Fini le petit mort de filet auquel j'étais accoutumé. À présent, c'était un Weymouth inconfortable, encombrant, qui me déchirait les coins de la bouche et me mettait dans une fureur incroyable.
Donc, tu iras voir dans le vocabulaire pour voir c'est quoi un mors. C'est ce qu'on met dans la bouche du cheval et pour qu'il obéisse à nos commandes. C'est comme ça qu'on contrôle le cheval, en tout cas, en partie. Mais ce que je détestais le plus dans ma nouvelle vie, c'était mon cavalier. Le brigadier Samuel Perkins était un petit homme dur, avec du cran d'ailleurs, un ancien jockey dont le seul plaisir dans la vie semblait d'être le pouvoir qu'il était en mesure d'exercer sur un cheval. Un jockey, c'est une personne qui monte des chevaux pour des compétitions, là, des compétitions de chevaux. Oh, les cloches d'église! Soldats et chevaux en avaient pareillement peur. Je sentais qu'il donnait la tremblote même aux officiers, car il paraissait savoir tout ce qu'il faut savoir sur les chevaux, et il avait derrière lui l'expérience de toute une vie. En selle, il était brutal et avait la main lourde. Avec lui, cravache et éperon n'étaient pas du cinéma. La cravache, c'est comme une espèce de fouet sans corde, et les éperons, c'est derrière les bottes, c'est des pics pour se faire obéir aussi avec les pieds. Jamais il ne me battait, jamais il ne se mettait en colère. Parfois même, à dire vrai, alors qu'il était en train de me panser, P-A-N-S-E-R, ça veut dire me brosser, je crois qu'il m'aimait bien, peut-être, et j'éprouvais pour lui un certain respect, mais c'était un respect fondé sur la peur, pas sur l'amour. De colère et de contrariété, j'essayai plusieurs fois de lui faire vider les étriers, ça veut dire de le jeter à terre. Mais je ne réussis jamais. Ses genoux avaient une prise de fer et, d'instinct, il semblait connaître mes intentions. Ma seule consolation, dans les débuts de mon dressage, c'était la visite que me rendait chaque soir le capitaine Nichols à l'écurie. Lui seul semblait avoir le temps de venir me parler, comme Albert autrefois. Assis dans un coin d'écurie, un carnet de croquis posé sur les genoux, il me dessinait tout en parlant. Un carnet de croquis, c'est un carnet à dessin. Pour faire des... Un croquis, c'est comme un dessin, mais pas parfait. C'est comme le brouillon. Un soir, il me dit « J'ai plusieurs croquis de toi à présent, et quand j'aurai fini celui-ci, je serai prêt à te peindre. Ce ne sera pas un Stubbs. Stubbs, dans le vocabulaire, je t'ai mis de ses peintures. C'est un peintre équestre. C'est beau ce qu'il fait. Ce ne sera pas un Stubbs, mais ce sera mieux que Stubbs, parce que Stubbs, lui, n'a jamais eu l'occasion de peindre un cheval aussi beau que toi. Mon tableau, je ne vais pas pouvoir l'emporter en France, pas vrai? Ça n'aurait pas de sens. Alors je vais l'envoyer à ton ami Albert. Comme ça, il saura que je parlais sérieusement quand je lui ai promis de veiller sur toi. Te souviens-tu du tableau dont on parlait au début du roman, qui était affiché dans la mairie? Est-ce que tu penses que le tableau qui est affiché dans la mairie, ce serait cette peinture du capitaine Nichols? Moi, je pense que oui. OK, je continue, page 48. Tout en travaillant, il n'arrêtait pas de me regarder, le haut, le bas, et moi, je brûlais d'envie de lui dire comme j'aurais voulu que ce soit lui qui prenne en main mon dressage, comme il était dur, ce brigadier, comme j'avais mal aux flancs et aux pieds. Pour être franc avec toi, Joey, j'espère que cette guerre sera finie avant qu'Albert ait l'âge d'entrer dans notre régiment parce que, et fais bien attention à mes paroles, ça va être méchant. Très, très méchant. Là-bas, au mess, ça c'est le mess, c'est le local où se retrouvent les officiers. Là-bas, au mess, ils sont tous en train de raconter que les Boches, ça c'est les Allemands, ils vont s'en occuper, que la cavalerie va leur rentrer dedans et les reconduire proprement jusqu'à Berlin avant Noël. Il y a seulement Jamie et moi, seulement nous deux, qui ne sommes pas de cet avis. Nous en doutons, je peux te le dire, nous en doutons. Il n'y en a pas un dans tout le mess qui semble avoir entendu parler des mitrailleuses et de l'artillerie. Je te le dis, Joey, une seule mitrailleuse bien manœuvrée peut liquider tout un escadron de la meilleure cavalerie du monde, allemande ou britannique, n'importe. Par exemple, regarde un peu ce qui est arrivé à la brigade légère à Balaklava, quand elle s'en est prise au canon russe. Et les Français ont reçu une leçon pendant la guerre de 70. Mais on ne peut rien leur dire, Joey. Si on dit quoi que ce soit, ils vous traitent de défaitistes ou autres fariboles. Je crois honnêtement qu'il y en a dans le lot qui veulent gagner cette guerre que si c'est la cavalerie qui gagne.
Il se leva, glissa son carnet sous son bras, se dirigea vers moi et me chatouilla les oreilles. « Ça te plaît, hein, mon petit père? On a l'air tout feu tout flamme comme ça, mais au fond, on est un grand sentimental. À la réflexion, toi et moi, on a beaucoup en commun. Primo, on ne se plaît pas beaucoup ici, on aimerait mieux être ailleurs. Et secundo, on n'a jamais été à la guerre, on n'a même jamais entendu parler d'une détonation qui part comme ça, sur un coup de colère, pas vrai? J'espère que je serai à la hauteur le moment venu. C'est ce qui me tourmente le plus, Joey. Parce que je vais te le dire, ça, je ne l'ai même pas dit à Jamie. J'ai une trouille bleue. Il a peur. Alors toi, il vaudrait mieux que tu aies du courage pour deux. Une porte claqua et à l'autre bout de la cour, j'entendis ce bruit de bottes familier. Ce pas décidé sur les pavés. C'était le brigadier Perkins qui faisait sa ronde du soir dans toute la série des écuries, s'arrêtant à chacune d'elles pour vérifier si tout était normal. Finalement, il arriva à la mienne. « Bonsoir, mon capitaine, dit-il, faisant vivement le salut réglementaire. « Vous dessinez toujours? »« Oh, je fais ce que je peux, dit le capitaine Nichols. Je fais ce que je peux pour lui rendre justice. Est-ce que ce n'est pas la plus belle monture de tout l'escadron? Je n'ai jamais vu un cheval aussi bâti, pas vous? Ah, certes, mon capitaine, à regarder, il n'est pas du tout ordinaire, repartit le brigadier. Sa seule voix me faisait coucher les oreilles. Elle avait un timbre grêle, acide, que je redoutais. Cela, je vous l'accorde, mais la beauté n'est-elle pas tout, n'est-ce pas, mon capitaine? Chez un cheval, il y a toujours autre chose que l'on note à sa première vue. N'est-ce pas exact, mon capitaine? Comment pourrais-je dire? Comme il vous plaira, brigadier, répondit le capitaine Nichols assez froidement. Mais faites attention à ce que vous dites. C'est de mon cheval que vous parlez aussi, là. Prenez garde. Disons que j'ai l'impression qu'il a une personnalité bien à lui. Ouais, c'est ce que je dirais. En manœuvre, il est plutôt bon, un vrai coureur de fond, vraiment l'un des meilleurs. Mais au manège, mon capitaine, le manège, c'est le local où il s'entraîne. Mais au manège, mon capitaine, il est diabolique, et d'une force diabolique en plus. C'est visible qu'il n'a jamais été convenablement dressé, mon capitaine. C'est un cheval de ferme, dressé pour la ferme. S'il est destiné à faire un cheval de cavalerie, mon capitaine, il faudra qu'il apprenne à accepter la discipline. Il doit apprendre à obéir instantanément et d'instinct. On n'aura pas envie d'être assis sur une prima donna quand les balles vont se mettre à pleuvoir. Mais heureusement, brigadier, heureusement, cette guerre se déroulera en plein air, pas à l'intérieur. C'est à vous que j'ai demandé de former Joey parce que je pense que vous êtes l'homme le plus qualifié pour ce travail. Il n'en a pas de meilleur que vous dans l'escadron. Mais peut-être devriez-vous y aller un peu plus doucement avec lui. N'oubliez pas d'où il vient. Il est plein de bonne volonté. Il a seulement besoin d'un peu de persuasion par la douceur. Allez-y doucement, brigadier, toujours doucement. Je ne veux pas qu'on lui aigrisse le tempérament. Ce cheval va me porter durant cette guerre et, avec un peu de chance, jusqu'à ce qu'on en ait vu le bout. Il a une importance toute particulière pour moi, vous le savez, brigadier. Aussi, veillez à vous en occuper comme si c'était le vôtre, d'accord? Nous allons partir pour la France dans moins d'une semaine. Parce que la guerre, la Première Guerre mondiale, se déroule en France. Souviens-toi des cours qu'on a eus. Alors, nous allons partir en France dans moins d'une semaine. Si j'avais le temps, je le dresserais moi-même. Mais je suis bien trop occupée à essayer de transformer des cavaliers en fantassins montés. Un cheval, brigadier, ça peut vous sortir d'affaire. Mais ça ne peut pas se battre à votre place. Il y a des gens qui croient encore qu'ils auront seulement besoin de leur sabre quand ils arriveront là-bas. Ils croient sincèrement qu'en faisant luire leur sabre dans tous les azimuts, ils vont faire peur aux boches et les reconduire à domicile. Mais moi, je vous le dis qu'il faut qu'ils apprennent à tirer droit. On doit tous apprendre à tirer droit si on veut gagner la guerre. Tirer droit, ça veut dire tirer du fusil. Oui, mon capitaine, répondit le brigadier avec un respect nouveau dans la voix. Je ne l'avais jamais vu aussi soumis, aussi docile jusqu'à présent. Par ailleurs, brigadier, poursuivit le capitaine Nichols en se dirigeant vers la porte de l'écurie, je vous serais obligé d'augmenter un peu les rations, ça c'est la portion d'avoine, de Joey. Il a perdu un peu de sa forme, je dirais qu'il régresse un peu. Je l'emmènerai moi-même aux dernières manœuvres dans 2 ou 3 jours, et je veux qu'il soit impeccable, le poil luisant. Il faut qu'il soit le meilleur de tout l'escadron. Ce ne fut que la dernière semaine de ma formation militaire que je commençai enfin à m'adapter au travail. Après ce soir-là,
Le brigadier Perkins me parut être moins sévère avec moi. Il me faisait moins sentir l'éperon et me tenait moins court. Nous ne faisions plus autant de travail au manège à présent et davantage d'entraînement en plein air à l'extérieur du camp. J'acceptais le mort Weymouth plus volontiers maintenant et commençais à jouer avec, entre mes dents, comme j'avais toujours fait avec mon mort de filet. Je commençais à apprécier la bonne nourriture, le pansage et le lustrage, toute l'attention et les soins qu'on me réservait. À mesure que les jours passaient, je pensais de moins en moins à la ferme, à Zoé et à ma vie d'antan. Albert, en revanche, sa figure et sa voix restaient bien nettes dans mon esprit, malgré la routine rigoureuse du travail qui, insensiblement, faisait de moi un cheval de l'armée. Au moment où le capitaine Nichols vint me chercher pour m'emmener à ses dernières manœuvres avant notre départ pour la guerre, j'étais déjà tout à fait résigné à ma nouvelle vie. J'en étais même satisfait. Ah, il s'habitue. Joey s'habitue. Revêtu de sa tenue de campagne, le capitaine Nichols pesait lourd sur mon dos tandis que nous nous ébranlions en direction de la plaine de Salisbury. De cette journée, je garde surtout le souvenir de la chaleur et des mouches, car nous restâmes des heures plantés au soleil dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Puis, lorsque le soleil du soir s'agrandit et mourut à l'horizon tout plat, le régiment entier se disposa en échelon pour la charge, apothéose de nos ultimes manœuvres. Une apothéose, c'est comme le point culminant, c'est comme ce qu'on a attendu toute la journée, c'est le wow de la journée. Je pense qu'ils sont en pratique, ils s'exercent à faire une manœuvre de cavalerie. Je continue, page 53. L'ordre fut donné de mettre sabre au clair, ça veut dire sortir le sabre de son étui, et nous partîmes de l'avant. Tandis que nous attendions les sonneries des trompettes, notre anticipation chargeait l'air d'électricité. Elle passait de chaque cheval à son cavalier, de cheval à cheval, de soldat à soldat. Je sentais gonfler en moi une telle excitation que j'avais peine à me contenir. Le capitaine Nichols était en tête de ses troupes. À sa hauteur chevauchait son ami, le capitaine Jamie Stewart, sur un cheval que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un grand étalon d'un noir luisant. Tandis que nous avancions au pas, je levai les yeux vers lui et retins son regard. Il sembla enregistrer le fait brièvement. Nous allions au pas, nous prîmes le trot, puis le galop. Ça, ce sont les allures du cheval. Dans le vocabulaire, dans le slide, tu as les allures du cheval. J'entendis sonner les trompettes, et alors j'aperçus le sabre de mon cavalier brandi au-dessus de mon oreille droite. Le capitaine Nichols se pencha en avant sur sa selle et me lança au grand galop. Tu vois l'image en bas de la page 54, 55, je sais pas trop. Tu le vois l'image, le sabre au clair, et on avance. Je crois qu'on voit capitaine Nichols avec Joey en arrière et devant, le fameux cheval au poil noir avec Jamie Stewart sur lui. Les deux ont le sabre au clair. Alors, je recommence. J'entendis. Le capitaine Nichols se pencha en avant sur sa selle et me lança au grand galop. Le tintamarre et la poussière, les vociférations des hommes, ça c'est des cris, à mes oreilles hurlant de l'emprise sur moi, me maintenant à un degré d'allégresse que je n'avais jamais ressenti. Je m'envolai sur le terrain, bien loin en tête de tous les autres, sauf un. Un seul cheval demeura avec moi, le luisant étalon noir. Bien que le capitaine Nichols et le capitaine Stewart n'eussent pas échangé une parole, je sentis qu'il devenait soudain important que je ne laisse pas ce cheval me dépasser. Un simple coup d'œil me dit qu'il pensait de même, car il avait une détermination farouche dans ses yeux et la concentration creusait des sillons sur son front. Quand nous submergeâmes les positions ennemies, nos deux cavaliers arrivèrent tout juste à nous faire halte, ça veut dire à les arrêter. Finalement, nous nous retrouvâmes nez à nez, soufflants, haletants, et les deux capitaines hors d'haleine après l'effort. « Tu vois, Jimmy, je te l'avais dit, » déclara le capitaine Nichols. Quelle fierté il avait dans la voix en parlant. C'est le cheval dont je t'avais parlé, découvert au fin fond du Devon. Si nous avions poursuivi encore longtemps, ton Top Thorn aurait peiné pour le coller à lui.
Tu ne peux pas dire le contraire. Top Thorn, c'est probablement le nom du cheval noir. Je continue. D'abord, Top Thorn et moi, nous nous regardâmes avec circonspection. Circonspection, ça veut dire, ils se regardaient tous les deux d'un air louche et méfiant. Il était plus grand que moi d'un travers de main, peut-être davantage. C'était un cheval énorme, luisant de santé. Son port de tête était d'une dignité majestueuse. Je rencontrais là le premier cheval dont je sentais que la force pouvait être pour moi un défi. Mais il y avait aussi dans ses yeux une bonté qui ne recelait aucune menace à mon égard. Oh, Top Thorn est la plus belle monture de ce régiment et de tous les autres, dit le capitaine Jamie Stewart. Joey est peut-être plus rapide, et je veux bien admettre qu'il a tout aussi bonne façon que les autres chevaux, que j'ai vu traîner une carriole à lait, mais pour ce qui est de l'endurance, Top Thorn n'a pas son pareil. Il aurait pu continuer indéfiniment. Et comment? Cette bête, c'est un vrai moteur de 40 chevaux. Ce soir-là, tandis que nous rentrions à la caserne, les deux officiers discutaient des mérites de leurs chevaux respectifs. Top Thorn et moi cheminions pesamment, épaule contre épaule, la tête basse, notre énergie épuisée par le soleil et notre long galop. Cette nuit-là, on nous mit côte à côte dans l'écurie et, le lendemain, à bord, nous nous trouvâmes de nouveau ensemble dans les entrailles du paquebot converti en transport de troupes qui allait nous amener en France et là-bas, à la guerre. Fin du chapitre 5. Donc, à la fin, nos chevaux se sont entraînés toute une journée et le lendemain, ils ont pris le bateau pour s'en aller en France où là, le combat commencerait. Alors, on se retrouve demain pour un chapitre 6 et 7. Bye bye!